Qu'est-ce qu'un plan séquence? Pour répondre à cette question, nous devons d'abord savoir ce qu'est une séquence. Eh bien tout simplement, les séquences sont des segments qui, mis bout à bout, forment un film. À chaque changement de lieu ou de temporalité, on change de séquence. Et ces séquences sont découpées en plusieurs plans, enfin, la plupart du temps. Vous l'aurez donc deviné, un plan séquence, c'est un plan qui dure l'intégralité d'une séquence. C'est un procédé qui a été exploité pour la première fois par Alfred Hitchcock dans Rope, sorti en 1948. Le réalisateur voulait donner l'impression que l'action se déroulait en temps réel, mais dû à des limitations techniques, le film est en réalité composé de 10 segments d'environ 10 minutes chacun, alternant entre des cuts bien visibles et des transitions dissimulées. Mais concentrons-nous sur des films plus récents. Beaucoup de réalisateurs ont utilisé le plan séquence. On peut par exemple citer M. Night Shyamalan avec Unbreakable qui en compte une dizaine, Alfonso Cuarón avec Children of Men ou Gravity dont le premier plan dure 13 minutes, ou encore Alejandro González Iñárritu avec The Revenant ou Birdman. Le cas de ce dernier est notable par le fait qu'il se présente comme un long plan séquence de quasi 2 heures. Il était en réalité, comme Rope, composé de longs segments raccordés par des transitions ingénieuses. Ce qui m'amène au sujet de cette vidéo, 1917. « 1917 est un film réalisé par Sam Mendes, notamment réalisateur de Skyfall et Spectre, et écrit par Christy Wilson Cairns et lui-même. Il est sorti le 10 janvier 2020 au Royaume-Uni et aux États-Unis et le 15 janvier en France. Le film raconte l'histoire des caporaux suppléants Blake et Schofield, joués par Dean Charles Chapman et George McKay, qui, sous les ordres du général Erin Moore, joué par Colin Firth, vont se lancer dans une marche désespérée afin d'empêcher une attaque qui causerait la perte de 1600 soldats britanniques. Ils vont évoluer dans différents environnements, du No Man's Land à la ville d'Ecoust, en passant par les tranchées ennemies et des bâtiments abandonnés. L'ambiance du film se veut très pesante, et ce grâce à plusieurs procédés. Tout d'abord, la musique de Thomas Newman, compositeur de Finding Nemo, Skyfall ou de Passengers, qui utilise des bruits très sourds et des percussions rythmées pour symboliser le danger et l'urgence de la mission, l'augmentation progressive des cordes et des cuivres pour représenter le stress des protagonistes, et le silence brutal qui suit soulage autant le spectateur que les soldats trouvant des tranchées ennemies désertées. Fuck me. I really have got... Quelques séquences en sont dépourvues, comme le dialogue entre Schofield et la civile française, ou encore le dernier dialogue du film, ce qui marche à mon sens très bien pour faire ressentir les émotions des personnages. On joue sur le côté désespéré d'une situation à plusieurs reprises au cours de l'histoire, l'effondrement du bunker allemand, la course effrénée de Schofield sur le champ de bataille, ou bien la séquence de la rivière. Mais ce qui rend le mieux cette sensation d'urgence et de tension, ce sont les 2 plans séquences d'1 heure chacun suivant nos personnages dans toutes leurs péripéties, en temps réel. Dès le début de la pré-production du film, Sam Mendes et son chef opérateur Roger Deakins voulaient faire un plan séquence afin de suivre cette épopée de la façon la plus réaliste possible. Ils ont donc dû collaborer de près avec le directeur artistique Dennis Gassner pour que la longueur des décors soit en accord avec la durée des dialogues. Les acteurs devaient jouer leurs lignes et se déplacer dans le champ où le décor serait construit pour déterminer la distance nécessaire, ce qui leur a permis de bien s'entraîner car la préparation était la clé pour que le tournage se passe dans de bonnes conditions. Un autre élément qu'il était nécessaire de bien prévoir, c'est la lumière. Vous voyez, pour un film classique, chaque valeur de cadre nécessite une installation d'éclairage différente. Mais quand on parle de plan séquence, la caméra tourne à 360 degrés dans tout le décor, et il est donc impossible de dissimuler des projecteurs. Le film est donc tourné pour sa majorité en lumière naturelle, ce qui est bien plus contraignant que ça n'y paraît. Pour faire court, la capacité d'une caméra à gérer les différences de lumière est bien moins efficace que celle de l'œil humain, donc les gros écarts de luminosité sont à éviter. Pour être plus concret, là, je suis trop sombre, et là, le décor est trop clair. Leur solution a donc été de tourner à ciel couvert pour avoir la lumière la plus homogène possible. Le petit souci, c'est qu'ils étaient dépendants de la météo. S'il faisait soleil, le tournage ne pouvait pas avoir lieu, alors toute l'équipe répétait jusqu'à trouver une fenêtre de 5 minutes durant laquelle le soleil était caché par un gros nuage. Dernier point concernant la lumière, pour la séquence des fusées éclairantes, l'équipe a construit une maquette du décor sur laquelle ils ont projeté des lumières afin de déterminer les meilleures trajectoires pour rendre le plan esthétique. Sur le tournage, les fusées éclairantes étaient suspendues à des armatures pour effectuer les mouvements exacts à la vitesse voulue. Et cette attention du détail a continué pendant tout le tournage. On va passer rapidement sur l'aspect technique pour aller directement sur ce qui m'intéresse. Vous vous en doutez, le film n'a pas été tourné en une seule prise, il a cependant été tourné dans l'ordre chronologique parce que c'était bien plus pratique. Et les différentes prises que j'ai identifiées vont d'environ 30 secondes à 7 minutes. La caméra était la plupart du temps sur un Steadicam, qui est une armature se servant d'un contrepoids, pour supprimer les tremblements du cadreur afin d'avoir un mouvement le plus fluide et le plus lisse possible. Je glisse au passage que cette technique était, à l'époque, utilisée seulement pour des clips, jusqu'à ce que John G. Avildsen s'en serve dans un film pas trop connu au succès discutable sorti en 1976, Rocky.
Bref, donc majoritairement filmé au Steadicam, mais aussi à la grue, au drone, sur des jeeps, etc. Je vous parle de ça parce que les opérateurs devaient parfois switcher d'armature pendant un plan, par exemple ici d'un Ronin à une grue, ce qui montre encore une fois la préparation que ce film a nécessité. Et je ne parle même pas de toutes les astuces pratiques pour déplacer la caméra comme ce mur amovible pour descendre de la maison. L'aspect qui a demandé le plus de précision est le raccord entre les différents segments de tournage. Le réalisateur était donc constamment accompagné de son monteur Lee Smith. Il était chargé de faire un montage rudimentaire du film en même temps que le tournage pour gérer la position des acteurs, la hauteur et le cadrage de la caméra ou encore l'éclairage par rapport à la prise précédente. C'était particulièrement utile pour reprendre une séquence tournée la veille. Le tournage a duré 2 à 3 mois et s'est déroulé, contrairement aux événements du film, au Royaume-Uni. Quant au processus de post-production, il avait déjà bien avancé, ce qui nous amène à la dernière partie de cette vidéo, le montage et les effets visuels mis en œuvre pour créer ces 2 plans séquences. C'est sans hésiter l'aspect qui me plaît le plus dans la création d'un film, et c'est sans doute la partie sur laquelle j'ai passé le plus de temps. Le réalisateur et le monteur se sont mis d'accord pour ne pas dévoiler le nombre de transitions dans le film, tout ce qu'ils ont dit c'est que personne ne s'en était approché. Pour ma part, il m'a fallu regarder le film plusieurs fois pour en identifier le plus possible, et je suis arrivé à 66 transitions ou coupures. Plus précisément, le premier plan séquence qui dure 1 h 5 minutes et 8 secondes en contient 41, tandis que le deuxième en compte 25 pour 42 minutes 53. Je précise que ces nombres peuvent être totalement faux, c'est en tout cas ce que j'ai pu trouver au cours de mes multiples visionnages. La plupart des transitions fonctionnent sur un principe très simple, tandis que d'autres sont bien plus élaborées. Je ne vais bien évidemment pas vous parler des 66 transitions, la vidéo durerait plus longtemps que le film, non. Je vais vous expliquer le principe des différents types de transitions. Stop! Avant de rentrer dans le vif du sujet, à quoi servent les transitions? La raison la plus évidente est tout simplement qu'il arrive aux acteurs de se planter, et la coupure sert donc de sécurité. Il y a aussi les transitions pratiques, par exemple dans cette scène pour que la caméra puisse rentrer dans le camion, ou ici pour avoir un nombre de figurants plus important. Elles peuvent également servir à introduire une tête d'affiche, que ce soit pour Colin Firth, Andrew Scott, Mark Strong ou Benedict Cumberbatch, chacune de leurs apparitions est précédée et succédée d'une transition tout simplement parce qu'il ne reste pas plus de quelques minutes à l'écran. Un autre type de transition est pour passer d'un effet visuel numérique à un effet pratique, notamment pour la scène du crash de la grange pour passer d'un avion en CGI à un véritable avion. C'est bon, on peut y retourner. On va commencer par les plus fréquentes et les plus simples, les transitions grâce à un élément qui passe au premier plan du cadre. Ça peut être un figurant, des éléments du décor, n'importe quoi pouvant être utilisé pour passer d'une prise à l'autre. Ce qui est important avec ce procédé, et avec tous les autres types de transitions, c'est de bien respecter la position des personnages dans le cadre, sinon l'effet se voit directement. D'autres transitions qui sont très faciles à dissimuler sont les panoramiques horizontaux et verticaux. Tout simplement, la coupure est dissimulée avec le flou de mouvement causé par le déplacement rapide de la caméra. Ce qui est pratique avec celle-ci, c'est que pour la plupart, il n'y a aucun personnage dans le cadre pendant le mouvement, ce qui rend la transition beaucoup plus facile. Du coup, en tenant compte de cette information, d'une manière générale, s'il n'y a plus personne dans le cadre, il est probable que nous ayons changé de prise. On va corser un peu la chose, les transitions par rotoscopie. Avant tout, pour faire simple, la rotoscopie, c'est le fait d'isoler un élément dans le cadre et de l'associer avec une prise différente. Ça peut être comme ici, où le personnage est détouré pour passer d'un plan à l'autre. Mais je vais surtout m'attarder sur 2 transitions qui m'ont impressionné. La première se sert de la poutre pour changer de prise, donc en dessous de la poutre, c'est le plan A, et au-dessus de la poutre, c'est le plan B. La deuxième, c'est du travail de titan. Alors bien évidemment, vous avez mon montage pour illustrer ce que je raconte, mais en gros, Scofield s'appuie sur la tranchée, pendant ce mouvement, on fait la transition vers la prise d'après au niveau de sa silhouette, et après, on détourne Scofield jusqu'à ce que la prise d'avant soit totalement occultée. Je ne vais pas parler en détail de tous les types de transitions, alors je vais vite fait les aborder. Il y a les cuts brusques, les fondus dans le mouvement, les fondus au noir et sans doute des transitions que je ne soupçonne même pas. En parlant de ça, il y en a certaines que je n'aurais jamais repérées sans avoir vu une vidéo de Corridor Crew dans laquelle ils réagissent aux effets spéciaux du film. Ces transitions utilisent des doublures en CGI pour faire le lien entre 2 prises. C'est vrai que quand on sait, ça paraît plutôt logique d'utiliser cette technique, mais je n'y aurais jamais pensé. J'en profite pour parler très rapidement des effets spéciaux, ils sont tout simplement indétectables. Vous pensez que le No Man's Land est vraiment brumeux? Eh bien vous avez tort. Une vraie rivière? Que vous êtes naïf, un vrai feu? Non! Un panneau de LED géant! Je n'ose même pas imaginer les heures, jours, semaines passées à travailler sur tous les effets de ce film, et ce serait un tort de ne pas leur faire honneur. C'est pourquoi je prends le temps de vous afficher les crédits des artistes VFX afin de mettre en avant ces personnes dont on ne dit jamais le nom, mais qui font un travail de dingue pour qu'on ne s'en rende au final même pas compte. Vous avez sans doute compris que j'aime énormément 1917. L'histoire est basique, mais il n'en fallait pas plus pour me prendre aux tripes. Les personnages sont attachants, il y a des moments de pure tension, la musique est prenante et la mise en scène. La mise en scène m'a tout simplement scotché. Quant aux acteurs, évidemment, Cumberbatch, Firth, Strong et Scott sont excellents, ils ont chacun de très bonnes filmographies et n'ont plus rien à prouver. Pour ce qui est de George McKay, je l'ai découvert 2 ans plus tôt dans Le Secret des Marrowbones et je l'ai trouvé excellent dans les 2 rôles.
Pour finir, je ne connaissais pas du tout Dean Charles Chapman. Apparemment, il a joué dans Game of Thrones, mais j'ai pas vu la série, donc je pourrais juste dire que je l'ai trouvé très bon dans 1917. Du côté box-office, il a cumulé un total d'environ 368 millions de dollars mondialement pour un budget de 90 millions de dollars. Ce qui est un succès plutôt conséquent. Le film a été récompensé au BAFTA 2020 pour meilleur film britannique, meilleur réalisateur, meilleur décor, meilleure photographie, meilleurs effets visuels et meilleur son. Il a aussi gagné les Oscars 2020 dans les catégories meilleure photographie, meilleur mixage de son et meilleurs effets visuels, et je trouve que c'est totalement mérité. J'espère vous avoir donné envie de voir ou de revoir ce film à travers cette vidéo. Je vous invite à partager, liker et commenter cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à me suivre sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. J'essaierai de refaire des vidéos dans ce style, mais il faut que je trouve un sujet qui m'inspire. On se retrouve prochainement pour un nouveau court-métrage, c'était Rémi, à plus.